Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition Côte d'Ivoire, la vie des agriculteurs s'améliore grâce aux cantines scolaires. Économie, Somalie, le secteur privé réussit à générer 90% du PIB. Enfin, RDC, construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2. Si vous nous prenez en marche, il est l'heure de votre édition de l'information. Bienvenue. En Côte d'Ivoire, le projet de cantine scolaire établi par le gouvernement permet à plusieurs femmes dans le nord du pays, précisément à Korogo, de travailler dans des plantations afin d'approvisionner les cuisines des cantines scolaires avec leurs vivriers. Dans ce champ de 13 hectares situé à Fapara, à 20 km de Korogo au nord de la Côte d'Ivoire, des dizaines de femmes travaillent dans leurs plantations. Ici, on cultive des oignons, de la salade, des choux et des carottes. C'est le même scénario à Nakaha où des femmes du village s'occupent aussi de leurs parcelles. Si ce projet monté par le gouvernement vise à approvisionner les cantines scolaires, il aide aussi à améliorer la vie des villageois. Quand on récolte, il y a une partie qui est vendue. Et des fois, je gagne 40 000 francs CFA, voire plus. Cet argent aide mon foyer quand je suis en difficulté avec mon époux. Et grâce à cet argent, on prend en charge certaines dépenses, y compris la scolarité des enfants. Ce projet de cantine scolaire a donc permis de développer une économie locale dont les femmes sont bénéficiaires. Les femmes qui ont été identifiées, qui travaillent régulièrement dans ces groupements-là, leur vie a changé. Le fruit de leur production est divisé en 3 grandes parties. Une partie réservée au fonctionnement de la cantine scolaire, une grande partie réservée à la vente. Et justement, le fruit de ces ventes-là permet à ces femmes-là de se prendre en charge. Ces fruits-là deviennent une économie personnelle pour ces femmes. Et cette économie leur permet non seulement de se prendre en charge, mais les aider aussi à scolariser leurs enfants. Et la dernière partie, une petite partie, est réservée à la semence. Avec l'appui du Programme alimentaire mondial, les femmes ont été sensibilisées aux cultures essentielles à leur foyer et celles destinées à la vente. Elles ont même constaté qu'avec les conseils et tout ce qui est encadrement que le PAM a pu apporter, elles arrivent à mieux faire la différence entre les cultures nutritives et les cultures qui sont moins nutritives. Et aussi, elles arrivent à se créer des activités, des AGR qui leur permettent vraiment de pouvoir subvenir aux besoins de leur ménage. 39 000 enfants bénéficient au quotidien d'un repas dans les écoles couvertes par ce programme dans la région du Poro. Améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire est le souci du gouvernement togolais qui s'apprête à se doter d'une stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire conformément à l'ambition contenue dans le plan sectoriel de l'éducation 2020-2023. Avec une population de moins de 5 ans estimée à 1,2 million selon les données de la Banque mondiale, le gouvernement ambitionne d'améliorer la qualité de l'enseignement préscolaire dont le taux brut est estimé à 42,2% en 2023 selon l'UNICEF. Ainsi, conformément à la politique nationale de développement de la petite enfance validée en 2018, le gouvernement togolais a lancé le 24 janvier 2024 une consultation pour élaborer une stratégie nationale de développement de l'éducation préscolaire dans le cadre du plan sectoriel de l'éducation 2020-2030. Le taux de préscolarisation au Togo est d'environ 35%. Et c'est généralement les garderies d'enfants qui reçoivent ces jeunes enfants-là. Conscient de ce que l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté et de promotion de la paix, le chef de l'État Faure Gnassingbé plaide depuis 2021 pour un investissement plus lucide et audacieux dans ce secteur, notamment dans le préscolaire qui fait l'objet d'une attention particulière au Togo. Ainsi, avec cette stratégie, le gouvernement togolais espère pouvoir rendre le préscolaire accessible et obligatoire dans le pays. Ceci afin de permettre aux enfants de mieux comprendre et de s'adapter à l'éducation primaire. Les responsables de ces garderies doivent faire en sorte que ce que les enfants en bas âge apprennent dans ces garderies puisse les servir
pour le scolaire et pour leur vie future. Il ne faut pas seulement que ce soit des lieux où on vient pour pouvoir seulement laisser les enfants et ne pas les encadrer, mais il faut que par le jeu qu'on leur montre, par les soins qu'on les donne, par la manière de les traiter, ils puissent être préparés de façon psychologique, de façon étudiée à pouvoir entamer la phase du scolaire. Au Togo, où l'éducation est une priorité des priorités, les dirigeants multiplient les initiatives pour un accès universel à l'enseignement préscolaire. Le nombre d'écoles d'enseignement préscolaire est passé de 805 en 2011 à 3165 en 2018. Le taux brut de scolarisation au préscolaire est quant à lui monté de 8,7 à 42,2% entre 2011 et 2023. En Tanzanie, la croissance du PIB réel du pays devrait se situer à 5,4% en 2024, un niveau identique à celui enregistré l'année écoulée, avant d'atteindre 5,5% en 2025 grâce notamment à la hausse des investissements dans les secteurs de la construction et des mines. D'après les estimations du Fonds monétaire international, en 2024, l'économie de la Tanzanie devrait connaître une croissance d'environ 5,5% contre environ 5% en 2023. Une croissance déjà annoncée en janvier 2023 par la Banque africaine de développement dans son rapport sur les performances et les perspectives macroéconomiques de l'Afrique pour la région Afrique de l'Est. Le rapport précisait que les 5 économies les plus performantes d'Afrique avant la pandémie de Covid-19 devraient connaître une croissance moyenne de plus de 5,5% en 2023-2024 et reprendre leur place parmi les 10 économies à la croissance la plus rapide du monde. Il s'agit du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de l'Éthiopie et de la Tanzanie. Les investissements affluent, mais nous devons rattraper notre retard en donnant à nos concitoyens la possibilité de profiter de ces opportunités. Cela n'est possible que si nous améliorons la capacité et la qualité de notre propre capital humain. L'économie tanzanienne repose en grande partie sur le tourisme, l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Ainsi, les activités économiques qui ont contribué de manière significative à la croissance du PIB en 2023 et pourraient encore contribuer en 2024 sont l'agriculture avec une part de 14,2%, l'exploitation minière avec 10,4%, la construction avec 7,6% et la fabrication avec 7,3%. Agriculture for both crop cultivation, animal keeping and fishing, mining and tourism are the pillars of our economy and top earners for us. That is why we have continued to focus on those sectors, so we can touch as many producers as possible, especially those small-scale producers, to spur growth from the grassroots level. Bien que la courbe soit croissante, l'économie tanzanienne reste fragile face aux crises externes comme le conflit russo-ukrainien, la chute des cours des matières premières et le terrorisme. En effet, en 2022, le PIB réel de la Tanzanie a ralenti, passant de 4,9% en 2021 à 4,7% en 2022, en partie à cause de l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie. En Somalie, le secteur privé génère 90% du PIB du pays, selon l'enquête à haute fréquence publiée en 2019 par la Banque mondiale. Suivant cet élément. Avec un PIB estimé à 10,42 milliards de dollars en 2022 selon les données de la Banque mondiale, la Somalie envisage de booster sa croissance économique grâce au secteur privé. Ceci à travers la mise en œuvre de la vision de la Somalie pour le développement du secteur privé. La stratégie devrait permettre d'améliorer le climat des affaires de ce pays de la Corne de l'Afrique, où l'accès aux capitaux et à l'approvisionnement en électricité est limité, ainsi que la protection des investisseurs. La Somalie peut avoir des défis à relever dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. En termes d'infrastructures, de routes, de ports, elle peut avoir un fort potentiel d'investissement. Mais nous pensons que lorsqu'il s'agit de technologie, c'est le moyen le plus facile pour les Somaliens d'obtenir au moins des investissements suffisants. Malgré des décennies de conflits et un environnement commercial parmi les plus difficiles au monde, la Somalie a réussi à maintenir un secteur privé en croissance qui génère environ 90% du PIB du pays.
En effet, selon l'enquête à haute fréquence publiée en 2019 par la Banque mondiale, plus de 60% des investisseurs étrangers déclarent avoir constaté une amélioration générale de tous les principaux facteurs de leur décision d'investissement dans le pays. La Somalie offre ainsi des possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs, dont les infrastructures de transport et des énergies renouvelables. Nous appelons les investisseurs étrangers et le secteur privé local à envisager d'investir dans le secteur des matériaux de construction tels que le ciment, les peintures et tout ce qui est lié à ce domaine. Certains peuvent être fabriqués localement, mais il est très difficile de le faire. Nous appelons également les investisseurs étrangers à investir dans le secteur de l'énergie afin de réduire le déficit d'accès et d'accroître l'attractivité pour les industries. Malgré les progrès réalisés, la Somalie reste confrontée à d'importants défis, notamment ceux liés aux risques économiques, sociaux, sécuritaires et climatiques. Pour accompagner la croissance du pays, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont approuvé en décembre 2023 une remise de dette de 4,5 milliards de dollars. Cet allègement significatif a réduit la dette extérieure de la Somalie de près de 64% du PIB en fin 2018 à moins de 6% du PIB à fin 2023. Le développement se poursuit en République démocratique du Congo avec la construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2 dotée d'une capacité de 150 MW. C'est un véritable soulagement pour les populations. Des centrales électriques installées par des entreprises chinoises ont permis d'éclairer certains quartiers de la capitale de la RDC. À Kinshasa, à l'exception du centre-ville, la plupart des habitants doivent encore vivre dans l'obscurité une fois la nuit tombée. Seules les voitures qui sillonnent les rues leur apportent une petite lumière éphémère. La construction de la centrale hydroélectrique Zongo 2, dotée d'une capacité de 150 MW, devrait fournir un quart de l'électricité de Kinshasa. En tout cas, c'est tellement bon pour nous parce qu'on n'en avait pas. Mais quand même, on a installé pour nous, ça nous fait du bien. Avant, nous n'avions pas d'électricité. C'était difficile de vendre des produits comme l'eau, les jus de fruits, le vin et tout autre produit qu'on peut conserver dans le congélateur. Nous étions dans l'obscurité, mais maintenant nous avons de l'électricité. C'est passionnant et nous sommes très heureux et cette électricité nous fait beaucoup de bien. L'achèvement de cette ligne de transmission à haute tension de 220 kV a permis d'acheminer l'énergie de Zongo 2 afin de l'intégrer au réseau national. Je souhaite que les projets de construction de grands ouvrages hydroélectriques comme des centrales puissent continuer afin qu'une grande partie de la population de la RDC puisse bénéficier des services d'accès à l'électricité. Et ceci va tirer le pays au développement. Deuxième plus grand pays d'Afrique, la RDC est un territoire riche en ressources naturelles, mais le pays souffre malheureusement d'un manque d'infrastructures. Un mot de sport dans cette édition, le continent africain à présent pour la 7e édition des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse à Gangwon en Corée du Nord. Les Bronzillas du Nigeria représentent l'Afrique à l'épreuve du curling. En Afrique, les sports d'hiver séduisent de plus en plus d'athlètes. Aux 7e Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse à Gangwon, 12 athlètes issus de 5 nations représentent le continent dans 5 disciplines. Parmi eux, les Bronzillas du Nigeria sont entrés dans l'histoire des Jeux olympiques en devenant la première équipe d'Afrique subsaharienne à participer à une épreuve de curling aux Jeux olympiques d'hiver. Le curling, ce sport de précision pratiqué sur la glace avec des pierres en granit, introduit au Nigeria en 2017 à travers la Fédération nationale de curling, peine à prendre son envol à cause de l'inadéquation du climat et de l'absence de financement. Nous nous entraînons sur une surface artificielle au Nigeria et c'est une partie très difficile de l'entraînement pour le curling. Nous nous entraînons tout en essayant d'obtenir de bons résultats. Consciente des difficultés persistantes, la Fédération nigériane de curling a installé à Lagos un site d'entraînement indépendant de la température qui imite les propriétés de friction de la glace.
Grâce à ces mécanismes, les Bromzilla ont pu améliorer leur jeu et en 2022, qualifier historiquement le Nigeria aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse 2024. Le fait d'être la première nation africaine à participer aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse en curling est un rêve. Je suis très heureuse de faire partie des personnes qui ont fait en sorte que cela se réalise. Aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse qui se tiennent depuis le 19 janvier 2024 à Gangwon, en Corée du Sud, comme le Nigeria, 4 autres pays africains sont présents. Le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie. Pour les 5 pays présents, seule la Tunisie, à travers le bobeur Jonathan Lourimi, a remporté le 23 janvier 2024 la médaille d'argent dans la catégorie bobsleigh. Au total, 16 pays africains ont participé aux Jeux olympiques d'hiver en 64 ans, de 1960 à 2024. C'est tout pour cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présenté à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+. N'oubliez pas de prier sans cesse tout au long de cette semaine. À la caméra 1, Ulrich Lago. À la caméra 2, Mohamed Ballo. À la réalisation, M. Georges Tano. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme.